Le jour où j'ai poussé la grille de ma propre maison de campagne pour découvrir 100 personnes en train de célébrer un mariage, je n'aurais jamais imaginé que le marié serait mon propre fils, ni que la magnifique propriété qu'il présentait fièrement comme la sienne, celle qu'il avait promise d'hériter de sa famille depuis 3 générations, était en réalité la mienne. La maison que j'avais achetée avec mon défunt mari il y a 25 ans, sueur après sueur, économie après économie. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivée là, à 67 ans, humiliée devant des inconnus dans mon propre jardin, je dois revenir 3 semaines plus tôt, à ce jeudi soir de mai où tout a commencé. Je m'appelle Hélène Marchand. J'ai été institutrice pendant 40 ans à Nice, un métier que j'ai aimé passionnément jusqu'à mon dernier jour de classe. Mon mari Robert, instituteur lui aussi, est décédé il y a 8 ans d'une crise cardiaque foudroyante. Depuis, je vis seule dans un appartement confortable du centre de Nice, entourée de mes livres, de mes souvenirs et de quelques amis fidèles avec qui je partage des déjeuners et des parties de Scrabble. Ma vraie richesse, mon trésor, c'est ma maison de campagne dans le Luberon. Un mât provençal traditionnel que Robert et moi avons acheté en 1999, quand les prix étaient encore raisonnables. 5 chambres aux volets bleus, une piscine entourée de lavandes, une vue imprenable sur les vignes et les collines ocres. Nous y passions tous nos étés, tous nos week-ends de printemps. Après sa mort, j'ai failli la vendre. Trop de souvenirs, trop de douleurs, mais finalement, je l'ai gardée. C'est tout ce qui me reste de lui, de nous, de cette vie qu'on avait construite ensemble. J'y vais un week-end par mois maintenant, pour aérer, entretenir, me ressourcer, pour m'asseoir sur la terrasse au coucher du soleil avec un verre de rosé et sentir que Robert est encore là, quelque part dans le parfum des cigales et de la lavande. Ce jeudi soir de mai, j'étais tranquillement installée dans mon salon à Nice, en train de lire un roman policier, quand mon téléphone a sonné. Damien, mon fils unique. « Bonsoir, mon chéri », ai-je répondu avec cette joie spontanée que toute mère ressent en entendant son enfant. « Salut, maman ». Sa voix était étrange, douce, presque mielleuse. Damien, 35 ans, commercial dans une entreprise de cosmétiques à Paris, n'était pas particulièrement affectueux au téléphone d'habitude. Nos conversations étaient de brèves, fonctionnelles. « Comment vas-tu ? Je vais bien, le travail c'est bien. À bientôt. Pas de grandes effusions. »« Ça va toi ?» ai-je demandé immédiatement sur mes gardes. « Oui, tout va bien. Écoute maman, j'ai besoin de te demander un service, un grand service. » Mon cœur s'est serré. Quand un fils adulte commence une phrase comme ça, c'est rarement bon signe. De l'argent, des problèmes, une maladie. Je t'écoute, mon chéri. Voilà, j'aurais besoin de la maison en Provence ce week-end. Je suis restée silencieuse une seconde, surprise. La maison, ce week-end? Oui, j'ai vraiment besoin de déconnecter, tu vois. Le boulot est intense en ce moment. Je suis épuisée. Et je me suis dit qu'un week-end au calme dans la maison me ferait du bien. Damien n'aimait pas la campagne. Enfant, il se plaignait de l'ennui, des insectes, du manque de Wi-Fi. Adolescent, il refusait carrément de venir. À l'âge adulte, il n'y était venu que 3 ou 4 fois, toujours pour me faire plaisir, jamais par envie. Tu es sûre, tu n'as jamais vraiment aimé être là-bas. J'ai changé, maman. J'ai besoin de calme, de nature, s'il te plaît. C'est vraiment important pour moi. Ce « s'il te plaît » a fait fondre mes défenses. Mon fils me demandait quelque chose. Mon fils, qui m'appelait si rarement, qui venait me voir 3 fois par an au mieux, me suppliait presque. « Bien sûr, mon chéri, quand veux-tu y aller? »« Ce week-end, vendredi soir. » Vendredi soir, c'était dans 2 jours. « D'accord, je vais préparer la maison. Tu viens seul? »« Oui. Enfin, peut-être avec un ami. Je ne sais pas encore. » Un ami? Peut-être une petite amie?
Mon cœur de mère s'est mis à espérer. Damien était célibataire depuis des années. Du moins, c'est ce qu'il me disait. Il était peut-être temps qu'il rencontre quelqu'un de bien. C'est parfait, la maison sera prête. Puis il a commencé à poser des questions, beaucoup de questions. Tu as combien de clés exactement? De jeu. Un que je garde, un dans le coffre au cas où. La maison est en bon état? Propre? Damienne, je l'entretiens régulièrement. Elle est impeccable. Tu pourrais faire passer quelqu'un pour couper l'herbe et peut-être nettoyer la piscine. Si tu veux, oui. Et les voisins, ils sont loin? Monsieur Arnaud habite à 500 mètres. Pourquoi? Il a hésité. Oh, pour rien. Je voulais juste savoir si on serait vraiment tranquille. Ces questions m'ont paru étranges, mais je me suis dit qu'il voulait impressionner quelqu'un. Une femme, probablement. Il voulait que tout soit parfait. Le vendredi matin, je me suis levée à l'aube et j'ai pris la route vers le Luberon. 2h30 de trajet à travers les paysages magnifiques de la Provence au printemps. J'ai passé toute la journée à préparer la maison. J'ai nettoyé, aéré, changé les draps dans toutes les chambres. J'ai fait les courses au village, rempli le frigo de produits frais, acheté du bon pain, du fromage local, des tomates du jardin de Madame Blanc. J'ai même mis une bouteille de champagne au frais et cueilli des roses du jardin que j'ai disposées dans un vase dans le salon. Avant de partir, j'ai laissé un petit mot sur la table de la cuisine. « Mon chéri, profite bien. La maison est à toi, maman qui t'aime. » J'ai refermé la porte, le cœur léger. Mon fils allait peut-être amener la femme de sa vie. Peut-être que bientôt, il y aurait un mariage, des petits-enfants, une nouvelle vie à construire. Je suis rentrée à Nice en fin d'après-midi, satisfaite de ma journée. Le lendemain, samedi matin, j'étais en train de prendre mon café quand mon téléphone a sonné. Monsieur Arnaud, mon voisin. Hélène, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Pas du tout, monsieur Arnaud. Comment allez-vous? Bien, bien. Mais je voulais vous prévenir, il y a du mouvement chez vous. Mon cœur a fait un petit bond. Du mouvement? Oui. Un camion de location vient juste de décharger des dizaines de chaises. Et des tables pliantes aussi. Vous organisez quelque chose. Des chaises, des tables, pour un week-end de repos? Non, c'est mon fils qui est là. Il m'a dit qu'il voulait se reposer. Ah bon? Parce qu'il y a aussi un camion de traiteur qui vient d'arriver, avec des caisses de vaisselle. Le malaise s'est installé dans mon ventre. Un traiteur? Vous en êtes sûr? Certain. Je les ai vus décharger. Et il y a 3 personnes en train d'installer quelque chose près de la piscine. On dirait une arche en fleurs. Une arche en fleurs. Mon sang s'est glacé. Merci de m'avoir prévenu, monsieur Arnaud. Je vais appeler mon fils. J'ai raccroché et immédiatement composé le numéro de Damien. Messagerie vocale. J'ai rappelé messagerie. Encore et encore. Finalement, j'ai laissé un message, essayant de garder mon calme. Damien, monsieur Arnaud me dit qu'il y a des livraisons chez moi. Beaucoup de livraisons. Qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi. 10 minutes plus tard, un message texte. Maman, tout va bien. Je t'expliquerai. Profite de ton week-end. Bisous. Profite de ton week-end. Alors que des inconnus installaient des choses dans ma maison, le malaise s'est transformé en angoisse. J'ai essayé de me raisonner. Peut-être une fête surprise. Un anniversaire. Mais l'anniversaire de qui? Dimanche matin, nouveau coup de fil de monsieur Arnaud. Hélène, je ne veux pas être indiscret, mais il y a maintenant au moins 20 voitures garées le long du chemin. Et j'entends de la musique, beaucoup de musique. C'était trop. J'ai attrapé mes clés, mon sac, et je suis montée dans ma voiture. Le trajet jusqu'au Luberon m'a paru interminable. Mon esprit s'emballait. Qu'est-ce que Damien avait fait? Qu'est-ce qui se passait dans ma maison? J'ai pris l'autoroute, dépassé la limite de vitesse, les mains crispées sur le volant. À 13h30, j'arrivais enfin sur le petit chemin de terre qui menait à ma propriété.
Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle, des voitures, partout. Des BMW, des Mercedes, des Audi, garés n'importe comment le long du chemin, dans le champ d'à côté, sur le bas-côté. Au loin, j'entendais de la musique, une musique festive, des rires, des voix. Je me suis garée à l'entrée, les jambes tremblantes. J'ai marché lentement vers le portail de ma propriété. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes tempes. J'ai posé la main sur la poignée du portail en fer forgé, celui que Robert avait choisi parce qu'il trouvait que ça faisait authentique. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai poussé. Ce que j'ai vu en franchissant ce portail a changé ma vie pour toujours. Mon jardin avait été transformé en décor de contes de fées, ou plutôt de cauchemars. Des tables rondes drapées de nappes blanches immaculées s'alignaient sur la pelouse que j'avais fait tondre la veille. Chaque table était ornée de compositions florales spectaculaires, pivoines et roses blanches mélangées à de la lavande. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les oliviers centenaires. Près de la piscine, une immense arche de fleurs blanches et de feuillage formait un dais parfait pour des photos de mariage. Et des gens, partout, au moins 100 personnes en tenue de gala. Les femmes portaient des robes élégantes, des chapeaux sophistiqués. Les hommes arboraient des costumes 3 pièces, des nœuds papillons. Tout le monde tenait des coupes de champagne, riait, discutait. Des serveurs en gilet noir circulaient avec des plateaux d'argent chargés de canapés. C'était un mariage, un vrai mariage, dans mon jardin. Je suis restée figée près du portail, incapable de bouger, incapable de respirer. Mon cerveau refusait de traiter l'information. Ce n'était pas possible. Pas dans ma maison. Pas sans mon autorisation. Un DJ installé sous un chapiteau diffusait de la musique lounge. Un photographe professionnel mitraillait les invités qui prenaient la pose avec des sourires éclatants. Près de la maison, j'ai aperçu un bar où un barman préparait des cocktails avec des gestes théâtraux. Et puis je l'ai vu, lui, mon fils. Damien se tenait près de l'arche fleurie, au bord de la piscine. Il portait un costume blanc cassé magnifiquement coupé, une chemise blanche immaculée, une cravate gris perle. Ses cheveux étaient coiffés avec soin. Son visage rayonnait. Je ne l'avais jamais vu aussi beau, aussi heureux. À son bras, une jeune femme magnifique. Robe de mariée en dentelle ivoire, voile de tulle qui flottait dans la brise légère, bouquet de pivoine blanche. Elle devait avoir dans les 28 ans, brune aux yeux noisettes, sourire éclatant. Elle riait en parlant avec un groupe d'invités, sa main posée tendrement sur le bras de Damien. Mon fils se mariait dans ma maison et je n'étais pas invitée. Mes jambes se sont mises en mouvement toutes seules. J'ai avancé sur la pelouse, me faufilant entre les tables. Quelques invités ont levé les yeux vers moi, surprise dans le regard. Une femme âgée avec un pantalon en lin froissé et un chemisier simple, les cheveux mal coiffés après 2h30 de route. Je ne cadrais pas dans ce décor de luxe. Damien, ma voix est sortie plus forte que je ne l'aurais cru. Mon fils s'est retourné. Quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai vu la panique pure traverser son visage. Pendant une fraction de seconde, son masque de mariée radieux s'est fissuré. « Maman !» Le mot est sorti comme un murmure étranglé. La jeune mariée s'est tournée vers moi, confuse, son sourire encore présent. « Maman ?» a-t-elle répété regardant Damien. « Je ne comprends pas. » Je me suis approchée, mes mains tremblant légèrement. Autour de nous, les conversations s'éteignaient progressivement. Les gens sentaient qu'il se passait quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé Damien à voix basse, essayant de m'entraîner à l'écart. J'ai dégagé mon bras. « Ce que je fais ici, c'est ma maison, Damien. C'est plutôt à moi de poser cette question. » Ma voix portait maintenant. Plusieurs têtes se tournaient vers nous. Un homme distingué d'une 50aine d'années en costume gris anthracite s'est approché, sourcils froncés.
Excusez-moi, il y a un problème? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis Hélène Marchand, la propriétaire de cette maison et la mère de Damien. Son visage s'est décomposé. Sa mère? Mais Damien nous a dit que ses parents étaient décédés tous les deux dans un accident de voiture il y a 5 ans. Le monde a vacillé autour de moi. Décédé. Il avait dit que j'étais morte. La mariée a porté la main à sa bouche, ses yeux passant de moi à Damien. Tu m'as dit que tes parents étaient morts. Tu m'as montré des photos d'eux. Tu m'as raconté l'accident. Sa voix montait, hystérique. Caroline, je peux tout expliquer, a commencé Damien, le visage livide. Expliquez quoi? A tonné l'homme en costume gris. Qui êtes-vous vraiment? Une femme élégante d'une 40aine d'années, visiblement la mère de la mariée, nous a rejoints. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Caroline, pourquoi tu pleures? Caroline, la mariée, avait effectivement les larmes aux yeux maintenant. Maman, cette femme dit qu'elle est la mère de Damien, mais Damien m'a dit... J'ai pris la parole, ma voix plus ferme maintenant que le choc initial passait. Madame, je suis désolée que vous découvriez la situation de cette façon. Je m'appelle Hélène Marchand. Je suis la mère de Damien. Je suis veuve depuis 8 ans, mais je suis très vivante, comme vous pouvez le constater. La mère de Caroline a foudroyé Damien du regard. Vous nous avez dit que vos parents étaient morts. Vous nous avez parlé pendant des mois de votre héritage familial, de cette magnifique propriété que vous possédiez depuis 3 générations. 3 générations. Mon sang s'est glacé. Cette propriété, ai-je dit lentement, je l'ai achetée avec mon défunt mari en 1989. Il y a 25 ans. Damien n'en est pas propriétaire. C'est ma maison. Philippe, le père de Caroline, est devenu rouge de colère. Vous nous avez menti, surtout? Caroline a sorti son téléphone d'une main tremblante, faisant défiler frénétiquement. Attends, toutes ces photos que tu as postées sur Instagram, ma maison d'enfance, le mât familial provençal, héritage de mes grands-parents. Elle me montrait l'écran, des photos de ma maison, Damien posant devant la piscine, sur la terrasse, dans le salon, des dizaines de photos prises lors de ses rares visites, et sous chaque photo, des mensonges. « Tu as menti sur tout !» a crié Caroline, sa voix se brisant. Les invités s'étaient maintenant tous rapprochés, formant un cercle autour de nous, sans père Dieu fixés sur le drame qui se déroulait. Certains sortaient leur téléphone, les murmures enflaient. « C'est qui cette femme? Il a dit que ses parents étaient morts. La maison n'est pas à lui. » Un homme plus âgé, qui ressemblait beaucoup à Philippe, s'est avancé. « Jeune homme, j'exige des explications. Nous avons payé ce mariage. Nous avons fait venir nos amis de toute la France. Ma petite fille vous a fait confiance. Damien a essayé une dernière fois. Grand-père Delvaux, La situation est compliquée. Maman va me léguer la maison. C'est juste une question de temps. Alors j'ai pensé... » « Tu as pensé quoi ?» ai-je explosé. « Que tu pouvais disposer de ma maison comme si elle t'appartenait? Que tu pouvais raconter que j'étais morte pour pouvoir jouer aux riches propriétaires terriens? » Ma voix s'est brisée. « Tu m'as tué, Damien. Tu m'as effacé de ta vie. » Caroline a retiré sa bague de fiançage d'un geste brusque. « Je ne peux pas épouser un menteur. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui invente des morts, qui ment sur sa famille, sur sa vie entière. » Elle a jeté la bague aux pieds de Damien. « C'est terminé. » Madame Delvaux a pris sa fille par les épaules. « Philippe, nous partons, immédiatement. » Philippe s'est tourné vers moi avec une expression étrange, mélange de colère et de compassion. « Madame Marchand, je suis profondément désolée que votre fils vous ait fait subir cela. Nous n'étions pas au courant de ces mensonges. » Il a foudroyé Damien du regard. « Nous avons payé 20 000 € pour ce mariage. Nous exigerons un remboursement, et je peux vous assurer que toute notre communauté saura quel genre d'homme vous êtes. » La famille Delvaux est partie. Caroline en pleure dans les bras de sa mère. Les invités ont commencé à les suivre, certains indignés,
d'autres simplement gênés d'avoir été témoins d'un tel spectacle. En 10 minutes, mon jardin s'est vidé. Les voitures démarraient une à une. Le DJ rangeait son matériel en silence. Les serveurs, mal à l'aise, attendaient des instructions que personne ne leur donnait. Je me suis retrouvée seule avec Damien au milieu des tables dressées, des fleurs magnifiques, du champagne qui perlait dans les coupes abandonnées. Un mariage fantôme. « Maman » a-t-il commencé, les yeux rougis. J'ai levé la main. « Tu as 1 heure pour tout nettoyer et partir. Tout. Les tables, les chaises, les fleurs, tout. » Ma voix était froide, détachée. « Tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Plus jamais. »« Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » »« M'expliquer quoi? Comment tu as dit à ta fiancée que j'étais morte? Comment tu as utilisé ma maison pour te faire passer pour quelqu'un d'autre? » Les larmes coulaient maintenant sur mes joues, mais ma voix restait ferme. « Je ne sais plus qui tu es, Damien, mais tu n'es plus mon fils. » Je suis partie sans me retourner. Derrière moi, j'entendais ses sanglots. Mais je n'ai pas regardé en arrière. En sortant de ma propriété ce jour-là, j'ai compris que mon fils ne m'avait pas juste menti. Il m'avait volé mon identité. Il avait volé ma vie. Il avait fait de moi un fantôme dans ma propre existence. Et maintenant, j'allais devoir apprendre à vivre avec cette trahison. Le trajet du retour vers Nice s'est fait dans un brouillard. Je ne me souviens pas de la route, des paysages, des autres voitures. Je conduisais en pilote automatique, les yeux brûlants de larmes contenues, les mains crispées sur le volant. Mon fils m'avait tuée. Symboliquement, mais c'était comme si j'étais vraiment morte. Pour sa fiancée, pour sa belle famille, pour tous ses invités élégants, j'étais un fantôme qui venait de ressusciter et de ruiner leur belle fête. Arrivée chez moi à 19 heures, je me suis effondrée sur mon canapé sans même retirer mes chaussures. Les images défilaient en boucle. Damien en costume blanc, Caroline en robe de mariée. Ses parents sont morts dans un accident. Les tables, les fleurs, les mensonges. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas une minute. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Puis j'ai fixé le plafond dans le noir, essayant de comprendre. Quand mon fils était-il devenu cet étranger? À quel moment avais-je perdu l'enfant que j'avais élevé? Le dimanche matin, j'ai rallumé mon téléphone que j'avais éteint la veille. L'écran s'est illuminé. 23 appels manqués. Tous de Damien. Et une dizaine de messages. « Maman, réponds s'il te plaît. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Maman, je t'en supplie, laisse-moi te parler. Je suis désolée, tellement désolée. » J'ai effacé tous les messages sans les lire jusqu'au bout. Je n'avais rien à lui dire. Pas maintenant. Peut-être jamais. Le dimanche après-midi, un numéro inconnu s'est affiché sur mon écran. J'ai hésité, puis décroché. « Madame Marchand !» Une voix de jeune femme, douce mais tremblante. « Oui ?» ?»« C'est Caroline, Caroline Delvaux. Nous devons parler, s'il vous plaît. » « La mariée, l'ex-mariée. Nous avons convenu de nous voir le mardi suivant dans un café près de la promenade des Anglais. Ces 2 jours d'attente ont été interminables. J'ai tourné en rond dans mon appartement, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Mes amis ont appelé, sentant que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas la force de raconter. Pas encore. Le mardi à 15 heures, j'étais installée en terrasse du café, une tasse de thé refroidissant devant moi. Caroline est arrivée avec 10 minutes de retard. Sans le maquillage sophistiqué, sans la robe de mariée, elle paraissait plus jeune, fragile. Elle avait les traits tirés, les yeux rougis. Elle s'est assise en face de moi, a commandé un café, puis m'a regardé droit dans les yeux. Je suis désolée, tellement désolée pour ce qui s'est passé. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes une victime, comme moi. Je me sens tellement stupide. Comment ai-je pu ne rien voir?
Sa voix s'est brisée. Elle a sorti un mouchoir de son sac. « Racontez-moi, » ai-je dit doucement, depuis le début. Caroline a pris une grande inspiration. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 mois, à un gala de charité à Paris. Il était charmant, drôle, élégant. Il se présentait comme l'héritier d'un domaine provençal. Il parlait de vous avec tant d'émotion, de ce terrible accident qui vous avait emporté, vous et votre mari. Il disait que la maison était tout ce qui lui restait de vous. Chaque mot était un coup de poignard. Il montrait des photos, votre maison au coucher du soleil, la piscine, les oliviers. Il disait « C'est mon héritage, ma mémoire familiale, ma propriété depuis 3 générations. » Je trouvais ça tellement romantique, un homme attaché à ses racines. Elle a sorti son téléphone, m'a montré le profil Instagram de Damien, des dizaines de photos de ma maison avec des légendes mensongères. Le mas familial, souvenir d'enfance, là où j'ai grandi. J'ai fait des recherches après samedi. Caroline a avalé une gorgée de café, ses mains tremblaient. Le yacht à Cannes qu'il m'avait montré, une location ponctuelle. L'entreprise familiale dont il parlait, il est simple commercial, les investissements dans la tech dont il se vantait, complètement inventés. J'écoutais, pétrifié. Et son salaire? Il m'avait dit qu'il gagnait 8 000 € par mois. J'ai contacté une amie RH qui a vérifié. Il gagne 3 200 €. Pourquoi? Ai-je murmuré. Pourquoi tous ces mensonges? Ma famille est fortunée. Mon père est PDG d'une entreprise de logistique. Ma grand-mère m'a laissé un héritage conséquent quand elle est décédée. Je pense que Damien voulait ce statut, cette richesse. Il construisait un personnage pour être à la hauteur. Caroline a sorti une enveloppe de son sac. Et puis, j'ai trouvé ça. Elle a étalé des documents sur la table, un acte de propriété, avec le nom de Damien dessus, l'adresse de ma maison. C'est un faux, ai-je dit immédiatement. Je suis l'unique propriétaire. Je sais, j'ai fait vérifier par notre avocat familial. C'est un document falsifié. Damien l'a créé pour prouver à mes parents qu'ils possédaient vraiment la propriété. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vérifié davantage. Ils avaient vu la preuve. Mon sang n'a fait qu'un tour, un faux document. Ce n'était plus juste des mensonges, c'était un délit. Madame Marchand, je vais témoigner si vous portez plainte. Ce qu'il a fait est criminel. Je l'ai regardée, cette jeune femme brisée qui aurait dû vivre le plus beau jour de sa vie et qui se retrouvait dans un café à ramasser les morceaux de ses illusions. Merci Caroline, je vais effectivement porter plainte. Nous nous sommes séparés 1 heure plus tard. 2 femmes trahies par le même homme, unies dans leur douleur. Le lendemain matin, j'étais dans le cabinet de Maître Bernard Fontaine, avocat spécialisé en droit immobilier et pénal. Un homme de 60 ans, cheveux gris, regard perçant derrière ses lunettes. Je lui ai raconté toute l'histoire, le week-end demandé, le mariage surprise, les mensonges, le faux document. Il a pris des notes, hochant la tête gravement. « Madame Marchand, votre fils a commis plusieurs délits. Usage frauduleux de propriété, falsification de documents, escroquerie sentimentale. Nous pouvons porter plainte. Combien de temps j'ai? 3 ans pour la falsification de documents, 6 ans pour l'escroquerie. Mais plus vous agissez vite, mieux c'est. Les preuves sont fraîches. Maître Fontaine a rédigé une mise en demeure. Damien devait restituer toutes les clés, cesser immédiatement toute utilisation de la propriété et retirer toutes les photos et publications mensongères de ses réseaux sociaux sous 48 heures. Et si je découvre qu'il a utilisé ma maison d'autrefois? Cela aggraverait son cas. Chaque utilisation non autorisée constitue une infraction. Cette question m'a taraudée toute la soirée. J'ai appelé M. Arnaud, mon voisin. « Monsieur Arnaud, c'est Hélène. J'ai une question délicate. Avez-vous vu mon fils venir à la maison récemment, en dehors de ce week-end » Il y a eu un silence gêné. « Hélène, je ne voulais pas vous inquiéter, mais oui, plusieurs fois ces 2 dernières années.
Il disait que vous lui aviez prêté la maison. Mon cœur s'est serré. Combien de fois? 5 ou 6 fois, je dirais. Une fois, il y avait une dizaine de voitures. Il organisait un dîner, on aurait dit. Une autre fois, un week-end entier avec des gens, toujours en se présentant comme le propriétaire. 5 ou 6 fois. Pendant 2 ans, mon fils utilisait ma maison comme si elle était la sienne pour impressionner des gens, pour construire sa vie de mensonges. Le jeudi, un serrurier est venu changer toutes les serrures, porte d'entrée, porte de service, portail, pool house. J'ai fait installer un système d'alarme avec caméra. Monsieur Arnaud a reçu un jeu de clés. Personne n'entre sans mon autorisation écrite, lui ai-je dit. Personne. Le vendredi, 5 jours après le mariage raté, Damien a reçu la mise en demeure de l'avocat. Il m'a appelé immédiatement. « Maman, un avocat? Tu vas vraiment jusque-là? Tu as falsifié un acte de propriété, Damien. C'est un crime. Je suis ton fils. Un fils ne fait pas ça à sa mère. » Ma voix était calme, froide. « Rends les clés, retire toutes les photos et ne m'appelle plus. » J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Caroline. J'ai trouvé autre chose. Il y a une femme à Lyon. Elle dit être sa fiancée depuis 2 ans. Elle s'appelle Mélanie. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, abasourdi. Mon fils n'avait pas qu'une double vie. Il en avait 3. Mélanie Durand, 32 ans, institutrice à Lyon. Sur son profil Facebook, le statut affichait clairement « En couple avec Damien Marchand depuis septembre 2022 ». 3 ans. Mon fils menait une double vie depuis 3 ans. Les photos remontaient de loin. Damien et Mélanie devant la fontaine Bartholdi à Lyon, en randonnée dans le Vercors, chez Ikea avec un caddie rempli de coussins, des photos de couples ordinaires, authentiques, pas les clichés mis en scène qu'il postait avec Caroline, de vraies tranches de vie. Sous une photo prise à Noël, Mélanie avait écrit « 3e Noël avec l'amour de ma vie, vivement qu'on se marie ». J'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai envoyé un message privé. « Bonjour Mélanie, je suis Hélène Marchand, la mère de Damien. Il faut absolument que nous parlions. » La réponse est arrivée 15 minutes plus tard. « Sa mère? Mais Damien m'a dit que vous étiez décédé d'un cancer il y a 6 ans. Je ne comprends pas. » Encore, toujours la même histoire. J'étais morte d'un accident pour Caroline, de cancer pour Mélanie. Nous avons convenu d'un appel vidéo le soir même. À 20h, son visage est apparu sur mon écran. Une jolie femme aux cheveux châtains coupés au carré, lunettes rondes, air doux. Elle avait les yeux rouges. Visiblement, elle avait pleuré. « Madame Marchand, je suis sous le choc, vraiment. »« Moi aussi, ma petite. Racontez-moi tout. » Mélanie a pris une grande inspiration. On s'est rencontrés il y a 3 ans à une formation professionnelle. Il disait être commercial, célibataire, orphelin. On a commencé à se fréquenter. Au bout de 6 mois, on a emménagé ensemble. Ma gorge s'est serrée. Ensemble, ils vivaient ensemble. Il fait des allers-retours constants pour son travail, a-t-elle continué. Il me dit qu'il doit être à Paris 2 semaines par mois pour son emploi. Je trouvais ça dur, mais je comprenais. Il faut bien gagner sa vie. Pendant qu'il était censé être à Paris avec Caroline, il était à Lyon avec Mélanie. Pendant qu'il était censé être en déplacement professionnel pour Mélanie, il était à Paris avec Caroline. Mélanie, je suis désolée de vous l'apprendre, mais Damien avait une autre fiancée. À Paris. Il devait l'épouser samedi dernier, dans ma maison de campagne. Elle a porté la main à sa bouche, les larmes débordant. Une autre? Non, non, ce n'est pas possible. Je lui ai tout raconté. Caroline, le mariage raté, les mensonges, le faux document. On a un chat ensemble, a-t-elle murmuré, comme si ce détail prouvait que sa vie était réelle. Il s'appelle Balzac. Damien l'a choisi à la SPA. On parle de se marier l'année prochaine. On cherchait un appartement plus grand pour avoir des enfants. Cette révélation m'a glacé le sang.
Mon fils construisait 2 vies complètes, pas juste des aventures. 2 existences parallèles, avec des projets d'avenir dans chacune. Comment finançait-il tout ça? Ai-je demandé soudainement. Mélanie a eu l'air gênée. Justement, il a souvent des difficultés financières. Il dit que son salaire est versé avec du retard ou qu'il a des frais professionnels non remboursés. J'ai dû payer le loyer plusieurs fois. Combien au total? J'ai prêté environ 15 000 € sur 2 ans. Il devait me rembourser quand il recevrait son bonus annuel. 15 000 €, volés à cette pauvre fille qui gagnait un salaire d'institutrice. Le lendemain, j'ai transmis toutes ces informations à Maître Fontaine. Il a creusé davantage, consultant des bases de données financières. « Votre fils a contracté plusieurs crédits à la consommation », m'a-t-il annoncé au téléphone. « Total, 45 000 € de dette. Taux d'endettement critique. Il est au bord du surendettement. » Tout devenait clair. Damien menait un train de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Il empruntait, mentait, manipulait pour maintenir l'illusion. Et Caroline était le jackpot, la riche héritière qui allait résoudre tous ses problèmes. Épouser Caroline lui donnait accès à sa fortune, a résumé Maître Fontaine. Il aurait pu rembourser ses dettes, larguer Mélanie, recommencer à zéro. Votre maison était la pièce maîtresse de sa crédibilité. Sans elle, il n'était qu'un commercial endetté. Avec elle, il devenait un héritier légitime. Le jeudi suivant, la médiation était programmée au cabinet de l'avocat. J'y suis allée avec Maître Fontaine. Damien est arrivé avec une jeune avocate visiblement mal à l'aise. Mon fils avait vieilli de 10 ans en 2 semaines. Costume froissé, cernes profonds, cheveux en bataille. Il ne m'a pas regardé en s'asseyant. Maître Fontaine a ouvert les hostilités. « Monsieur Marchand, vous êtes accusé d'usage frauduleux de propriété, falsification de documents, escroquerie sentimentale envers mademoiselle Delvaux et abus de confiance envers mademoiselle Durand. » L'avocate de Damien a protesté faiblement. Il n'y a pas eu de vol à proprement parler. Utiliser la propriété de sa mère en se prétendant propriétaire devant notables et futurs beaux-parents, avec un faux document à l'appui, c'est de l'usurpation aggravée. J'ai pris la parole pour la première fois. Damien, la famille Delvaux a payé 20 000 € pour ce mariage. Mélanie t'a prêté 15 000 €. Tu as falsifié un acte de propriété. Tu m'as fait passer pour morte. Chaque mot sortait froidement, cliniquement. Combien de fois as-tu utilisé ma maison sans permission? Il a gardé les yeux baissés. 10 fois, a-t-il murmuré, sur 2 ans. Pour impressionner qui? Des clients? Des conquêtes? Silence. Soudain, il a relevé la tête, tentant le chantage émotionnel. Maman, papa serait déçu de te voir comme ça, engager des avocats contre ton propre fils. Je me suis levée d'un bond, tremblante de rage. Ton père serait horrifié par ce que tu es devenu. Il t'a élevé avec des valeurs. L'honnêteté, le respect, le travail. Tu as tout trahi, tout. Maître Fontaine m'a fait rasseoir doucement, puis s'est tourné vers Damien. 2 options. Procès pénal et civil, prison possible, casier judiciaire, dédommagement forcé ou arrangement à l'amiable. Vous reconnaissez les faits, vous remboursez 25 000 € de dédommagement, vous coupez tout contact pendant 2 ans minimum. L'avocate de Damien a blêmi. Mon client n'a pas 25 000 €. Alors il vendra ses biens, empruntera, se débrouillera, ou il ira en prison. Le mot « prison » a eu l'effet d'une gifle. Damien a relevé la tête brusquement. « Tu irais jusque-là » m'a-t-il demandé d'une voix brisée. « Tu m'enverrais en prison. Tu m'as tué symboliquement, plusieurs fois, pour des inconnus, pour de l'argent, pour du statut. » Ma voix s'est brisée. Alors oui, j'irai jusque-là. Maître Fontaine a posé un document sur la table. Vous avez 10 jours. Soit vous signez et trouvez l'argent, soit nous lançons la procédure. Damien a regardé le document, puis moi, puis à nouveau le document. « Je comprends », a-t-il finalement murmuré.
La réunion s'est terminée dans un silence pesant. Dans la voiture, j'ai pleuré silencieusement. Maître Fontaine m'a tendu un mouchoir. « Vous avez été courageuse, la justice sera rendue. » En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Écriture de Damien. Une lettre. Probablement des excuses, des explications, des supplications. Je l'ai regardée longtemps, cette enveloppe blanche. Puis je l'ai déchirée, en 2, en 4, en confettis. Je l'ai jetée à la poubelle sans l'ouvrir. Il n'avait plus rien à me dire que je veuille entendre. Une semaine plus tard, Maître Fontaine m'a appelé. « Votre fils a accepté l'arrangement. » J'ai fermé les yeux, sentant un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que justice soit rendue. Tristesse que nous en soyons arrivés là. Le mardi suivant, nous étions chez le notaire. Damien a signé un document de reconnaissance des faits. Noir sur blanc, il admettait avoir utilisé frauduleusement ma propriété, avoir falsifié un document, avoir menti sur son statut de propriétaire. C'était acté, officiel, indélébile. Il s'est engagé à verser 25 000 € sur un compte séquestre dans les 30 jours. L'argent provenait de la vente de sa voiture, de la liquidation de son maigre compte épargne et d'emprunts à des collègues. Maître Fontaine avait vérifié chaque source. Les conditions supplémentaires étaient strictes. Interdiction d'approcher ma propriété pendant 5 ans. Aucun contact avec moi pendant 2 ans minimum, sauf urgence familiale grave. Publication d'excuses publiques sur ses réseaux sociaux. Et suivi psychologique obligatoire pendant 6 mois, avec attestation à fournir. En cas de non-respect, la procédure pénale serait lancée immédiatement. Damien a tout signé sans dire un mot, le visage défait. Quand nos regards se sont croisés une fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la honte. Vraie, profonde, écrasante. Mais c'était trop tard. 2 jours après, Damien a publié sur Facebook et Instagram. Je dois des excuses publiques à plusieurs personnes. J'ai menti sur ma situation familiale et patrimoniale. J'ai prétendu être propriétaire d'une maison qui appartient à ma mère. J'ai dit que mes parents étaient décédés alors que ma mère est en vie. J'ai blessé des personnes qui m'étaient chères, notamment ma mère, et des femmes qui m'ont fait confiance. Il n'y a aucune excuse pour mes actes. Je travaille sur moi-même avec un professionnel pour comprendre et changer. Je présente mes plus sincères excuses à tous ceux que j'ai trompés. Le post a reçu 247 commentaires. La plupart étaient accablants. Pathétique. Tu nous as tous pris pour des idiots. J'espère que ta mère ne te pardonnera jamais. Caroline a eu de la chance de découvrir qui tu étais avant le mariage. Une 30aine de personnes l'ont supprimé de leur contact. Son employeur, ayant eu vent du scandale, lui a proposé un départ négocié. Damien a accepté, sachant qu'il ne pouvait plus rester. Caroline m'a appelé 1 semaine après les signatures. Mes parents ont décidé de ne pas poursuivre pour récupérer les frais du mariage. Papa dit que Damien est déjà suffisamment ruiné financièrement. Et honnêtement, nous voulons juste tourner la page. Sa voix était plus ferme qu'à notre première rencontre. « Comment allez-vous » lui ai-je demandé. « Mieux. J'ai repris le travail. Mes amis m'ont entourée. Et j'ai commencé une thérapie pour comprendre comment j'ai pu être aussi aveugle. » Elle a hésité. « Madame Marchand, je voulais vous dire merci. Si vous n'étiez pas venue ce jour-là, j'aurais épousé un menteur. Ma vie aurait été une catastrophe. » Après avoir raccroché, j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Au moins, une bonne chose était sortie de ce cauchemar. Mélanie aussi m'a recontactée, par message cette fois. « Madame Marchand, je voulais vous dire que j'ai quitté l'appartement. Je ne pouvais plus vivre dans un endroit rempli de mensonges. Je ne réclame pas l'argent prêté. Je veux juste oublier et avancer. Merci d'avoir ouvert les yeux à toutes les femmes qu'il a dupées. Prenez soin de vous. » 3 mois ont passé. L'été était arrivé, chaud et lumineux. Je n'étais pas retournée à ma maison depuis le mariage raté. J'en avais peur, je crois.
peur des souvenirs, peur de revoir le jardin où tout s'était effondré. Mais fin juillet, j'ai décidé qu'il était temps. Cette maison était à moi. Elle l'avait toujours été. Je ne pouvais pas la laisser hanter par les fantômes des mensonges de Damien. J'ai roulé jusqu'au Luberon par une belle matinée ensoleillée. En poussant le portail, mon cœur battait fort. Mais le jardin était paisible. L'herbe avait poussé, les lavandes étaient en fleurs, les cigales chantaient. Aucune trace du mariage, comme si rien ne s'était passé. J'ai passé le week-end à nettoyer, aérer, jardiner. À chaque geste, je me réappropriais l'espace. C'était ma maison, mon refuge, mon héritage avec Robert. Personne ne me l'enlèverait. Le dimanche soir, assise sur ma terrasse avec un verre de rosé, j'ai eu une idée. Le lundi matin, j'ai appelé une agence immobilière locale. Je voudrais louer ma maison pour des vacances. Courte durée, location haut de gamme. L'agent immobilier est venu visiter dans la semaine. Il était enthousiaste. Madame Marchand, c'est exactement ce que cherchent les touristes. Authentique, magnifique, bien situé. Je pense que vous pourriez la louer 28 à 30 semaines par an. J'ai créé une annonce sur Airbnb. Photos professionnelles, description soignée. Ma provençale authentique avec piscine et vue panoramique. Idéal pour familles ou groupes d'amis. La première réservation est arrivée 3 jours plus tard. Une famille américaine, 2 semaines en août. We can't wait to discover your beautiful home. J'ai souri en lisant le message. Ma maison allait revivre. Légalement, honnêtement, joyeusement. Les Américains ont été des locataires parfaits. Ils ont laissé la maison impeccable et un avis 5 étoiles. Stunning property, wonderful host, unforgettable experience. Hélène was so helpful and kind. We'll definitely come back. D'autres réservations ont suivi. Un couple de retraités allemands en septembre. Un groupe d'amis pour un anniversaire en octobre. Un artiste peintre qui voulait 1 mois de solitude créative en novembre. Chacun laissait des commentaires élogieux. Ma note moyenne était de 4,9 sur 5. J'étais devenue super haute. En décembre, j'ai fait mes comptes. La maison avait été louée 18 semaines. Après les charges, les taxes, l'entretien, j'avais gagné 12 000 €. Pas mal pour une première année partielle. Mais surtout, ma maison vivait. Elle accueillait des rires d'enfants, des anniversaires, des lunes de miel, des retraites d'artistes. Elle remplissait sa fonction, créer du bonheur. Pour mon 68e anniversaire en septembre, j'ai organisé un déjeuner dans ma maison. J'ai invité mes amis de Nice, M. Arnaud et sa sœur, quelques voisins du village. Nous avons mangé sur la terrasse, bu du rosé frais, ri aux éclats. À un moment, mon amie Gisèle a levé son verre. « Na Hélène, qui nous montre qu'on peut toujours rebondir. » Tout le monde a trinqué. J'ai senti les larmes monter, mais c'était des larmes de joie. Ce soir-là, seule sur la terrasse après le départ de mes invités, j'ai réfléchi au chemin parcouru. 6 mois plus tôt, je découvrais la trahison de mon fils. J'avais cru que je ne m'en remettrais jamais. Mais je m'étais relevée. J'avais récupéré ma maison, ma dignité, ma vie. J'avais transformé un lieu de mensonge en source de revenus et de joie pour d'autres. Mon téléphone a vibré. Une nouvelle réservation. Une famille italienne, 2 semaines en août prochain. Buonasera, signora Hélène. We are so excited to stay in your wonderful home. J'ai souri et accepté la réservation. Ma maison était redevenue mienne. Pas celle que Damien avait volée pour ses mensonges. La mienne. Celle que Robert et moi avions construite avec amour. Celle qui allait continuer à créer des souvenirs heureux. Et moi, j'avais appris que l'amour maternel ne signifie pas tout accepter, que se défendre n'est pas trahir, que parfois, poser des limites est le plus grand acte d'amour qu'on puisse faire. Pour soi-même. Mars. 6 mois s'étaient écoulés depuis le mariage raté. J'avais trouvé un nouvel équilibre. La maison se louait régulièrement, j'avais rejoint un club de lecture à Nice, pris des cours d'aquarelle.
Je vivais pour moi. Enfin. Le dimanche matin, un numéro inconnu s'est affiché sur mon téléphone. Madame Marchand, je suis Claire Fontaine, psychologue. Votre fils est mon patient depuis 5 mois. Mon cœur s'est accéléré. Il ne m'a pas demandé de vous appeler, a-t-elle précisé rapidement. Mais dans le cadre de sa thérapie, il aimerait organiser une séance de confrontation familiale. Avec vous. Je n'ai rien à lui dire. Je comprends, mais parfois, entendre ce qu'on ne veut pas entendre nous aide à avancer, même si vous décidez de ne jamais le revoir après. J'ai réfléchi toute la journée. Finalement, j'ai rappelé. D'accord, une seule séance. Le vendredi suivant, j'ai pris le train pour Paris. Le cabinet de Claire Fontaine se trouvait dans le 15e arrondissement, un immeuble élégant près du parc Georges Brassens. La salle d'attente était sobre, murs beige clair, plantes vertes, lumière tamisée. J'étais assise depuis 5 minutes quand Damien est arrivé. Je ne l'avais pas vu depuis la signature chez le notaire. Il avait maigri, beaucoup maigri. Ses cheveux étaient coupés très courts. Il portait un jean et un pull simple, plus de costume de businessman. Il avait l'air petit, fragile. Nos regards se sont croisés une seconde, puis nous avons détourné les yeux. Claire Fontaine nous a fait entrer. Une femme d'une 40aine d'années, cheveux courts, regard doux mais direct. Nous nous sommes assis dans des fauteuils disposés en triangle. Le silence initial était assourdissant. « Damien, vous avez demandé cette séance. Commencez, » a dit Claire doucement. Il a pris une grande inspiration, les mains crispées sur ses genoux. « Maman, je voulais te parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé à personne, même pas à toi, surtout pas à toi. » Sa voix tremblait. « Quand papa est mort, j'avais 27 ans. Tout le monde te portait au nu. Quelle dignité, quelle force, comment elle tient le coup. À l'enterrement, au moins 20 personnes m'ont demandé « Comment va ta mère ?» Personne n'a demandé comment j'allais, moi. J'ai senti une pointe dans ma poitrine. Je ne m'en étais jamais rendu compte. J'avais perdu mon père, mais c'était comme si je n'avais pas le droit de souffrir, parce que ta souffrance était plus importante, plus légitime. Il a levé les yeux vers moi. Je ne te reproche rien. Tu étais effectivement forte, admirable. Mais moi, je me suis sentie invisible. Claire a pris des notes silencieusement. « Et avant ça ?» a-t-elle demandé. Damien a détourné le regard. « Papa et toi, vous étiez instituteurs, des métiers nobles, respectables, mais modestes. À l'école primaire, les autres enfants avaient des parents médecins, avocats, chefs d'entreprise. Ils partaient en vacances aux Seychelles, nous, on allait camper en Ardèche. Ils avaient des maisons avec piscine, nous, on habitait un appartement. » Ma gorge s'est serrée. J'ai commencé à embellir. Au collège, je disais que tu étais directrice d'école. Au lycée, que papa était inspecteur académique. À la fac, que vous dirigiez un établissement privé. Les mensonges grandissaient avec mon besoin d'exister, d'être quelqu'un. « Et la maison ?» ai-je demandé la voix cassée. « Quand vous l'avez achetée, j'avais 15 ans. C'était la plus belle chose qui nous soit arrivée. Enfin, on avait quelque chose d'impressionnant. Quand mes amis venaient, ils étaient épatés. Pour la première fois, j'étais celui qui avait quelque chose que les autres n'avaient pas. » Il s'est frotté les yeux. « Quand j'ai rencontré Caroline, j'ai vu une chance. La chance d'être enfin la personne que j'avais toujours rêvé d'être. Riche, important, admiré. Je me suis perdue dans mes mensonges. J'ai explosé. Alors c'est ma faute, parce que je n'étais qu'institutrice, parce que nous étions modestes. » Les larmes coulaient maintenant. « Tu as honte de moi depuis toujours, c'est ça ?» Damien pleurait aussi. « Non, oui. Je ne sais pas. J'avais honte de notre condition, pas de toi en tant que personne. Mais en ayant honte de notre vie, j'ai fini par avoir honte de toi, et je m'en veux tellement. » Claire est intervenue calmement. « Hélène,
Comment vous sentez-vous en entendant ça? Blessé, trahi. Ma voix tremblait de rage contenue. J'ai travaillé 40 ans, honnêtement, honorablement. J'ai élevé mon fils seul après la mort de son père. J'ai économisé sou par sou pour lui offrir des études, des vacances, cette maison, et ça ne suffisait pas. Rien n'a jamais suffi. Je me suis tournée vers Damien. « Tu sais ce que j'ai entendu toute ma vie de la part de mes élèves? Merci, maîtresse. Vous avez changé ma vie. » J'ai des dizaines de lettres d'anciens élèves qui me disent que j'ai marqué leur enfance, mais mon propre fils avait honte de moi. Damien a baissé la tête. « Je suis désolée. » Désolée ne suffit pas. Le silence est retombé. Claire a laissé l'émotion retomber avant de reprendre. « Damien, qu'attendez-vous de votre mère aujourd'hui ?» Il a relevé la tête, les yeux rouges. « Son pardon. » Pause. Mais je sais que je ne le mérite pas. Je l'ai regardé longuement. Cet homme de 35 ans qui sanglotait comme un enfant. Mon fils, mon étranger. « Tu as raison, tu ne le mérites pas. » Il a accusé le coup. « Ce que tu as fait avec ma maison, ce n'était pas juste me mentir. C'était effacer toute ma vie, tout mon travail, toutes mes valeurs. Tu m'as tué symboliquement pour pouvoir exister dans tes mensonges. » J'ai pris une grande inspiration. Je ne peux pas te pardonner maintenant, peut-être un jour, peut-être jamais, mais je peux comprendre d'où vient ta souffrance. Claire a hoché la tête. C'est déjà énorme. Comprendre n'est pas pardonner, mais c'est un premier pas. Je continuerai la thérapie, a dit Damien. Que tu me pardonnes ou pas, je dois le faire pour moi, pour devenir un homme meilleur. Bien, je me suis levée. Je ne te demande plus rien, maman. En sortant du cabinet, nous avons marché ensemble vers le métro. Un silence inconfortable flottait entre nous. À l'entrée de la station, je me suis arrêtée. Damien, il s'est tourné vers moi. Tu as détruit beaucoup de choses, ma confiance, mon respect, notre relation. J'ai marqué une pause. Mais tu es toujours mon fils. Ça ne veut pas dire que je te pardonne. Ça veut juste dire que je ne te déteste pas. Ses yeux se sont remplis de larmes à nouveau. Merci d'être venu. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, juste un hochement de tête. Puis chacun est parti de son côté. Dans le train du retour, j'ai regardé le paysage défiler. Je me sentais vidée, mais aussi plus légère, comme si un poids dont je n'avais pas conscience s'était soulevé. J'ai sorti mon carnet, celui que j'avais commencé à tenir sur les conseils de Claire. J'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai compris que la trahison de mon fils venait d'une blessure ancienne, d'un sentiment d'infériorité qui le rongeait depuis l'enfance. Cela ne l'excuse pas. Cela ne justifie rien, mais cela l'explique. J'ai regardé mes mains, ces mains qui avaient tenu des craies pendant 40 ans, qui avaient appris à lire à des centaines d'enfants. J'ai été une bonne mère, une bonne institutrice, une bonne femme. Mon fils avait honte de la simplicité de notre vie, mais moi, j'en suis fière. Peut-être qu'un jour, dans très longtemps, nous pourrions reconstruire quelque chose, une relation différente, plus honnête, plus vraie. Mais ce ne sera jamais comme avant. Et j'avais fait la paix avec ça. 1 an exactement s'était écoulé depuis le mariage raté. May était revenue, avec ses parfums de lavande et ses cigales. Je me tenais sur la terrasse de ma maison provençale, un verre de rosé à la main, regardant le soleil descendre lentement derrière les collines. 12 mois, une année complète de reconstruction. La maison avait été louée 28 semaines. Des familles américaines, des couples d'Allemands en retraite, un groupe d'amis célébrant un anniversaire, un artiste peintre qui avait laissé une de ses toiles en cadeau. Chacun avait laissé un morceau de joie dans ses murs qui avaient connu tant de mensonges. Mon compte en banque affichait 18 000 € de revenus locatifs après charge. Mais surtout, j'avais transformé ma douleur en projet. J'étais devenue auto-entrepreneuse, super haute, Airbnb avec 4,9 étoiles. À 68 ans,
J'avais créé quelque chose de nouveau. Ma vie à Nice s'était enrichie aussi. Le club de lecture du jeudi, les cours d'aquarelle du mardi, les déjeuners avec mes amis. En octobre, j'avais même fait un voyage à Lisbonne avec Gisèle et Martine. 7 jours de liberté, de rire, de découverte. Je vivais pour moi, enfin. Monsieur Arnaud était devenu un véritable ami. Nous dînions ensemble quand j'étais à la maison, il me racontait l'histoire du village, je l'aidais avec ses courses. À 70 ans, il avait encore une vivacité d'esprit remarquable et un sens de l'humour qui me faisait du bien. Des nouvelles de Damien me parvenaient occasionnellement, par des connaissances communes. Il avait déménagé à Lyon dans un studio modeste. Nouveau travail, commercial dans une petite entreprise de matériel médical. Salaire correct, mais sans prétention. Il continuait sa thérapie, vivait seul, simplement. Apparemment, il n'y avait plus de mensonges, plus de double vie, juste une existence ordinaire, honnête, discrète. Mais nous n'avions eu aucun contact direct. L'accord stipulait 2 ans. Il en restait encore 11 mois. Un soir de novembre, j'ai reçu un email. Expéditeur Damien Marchand. Objet sans attente de réponse. J'ai fixé l'écran longtemps. Mon doigt a plané au-dessus de « supprimer ». Mais la curiosité l'a emporté. J'ai cliqué. « Maman, dans quelques mois, les 2 ans seront écoulés. Je ne sais pas si tu voudras me revoir. Je ne sais même pas si tu lis ce message. Je voulais juste te dire où j'en suis. J'ai compris beaucoup de choses en thérapie. Ma mythomanie venait d'un sentiment profond de ne jamais être assez bien, pas assez riche, pas assez important, pas assez admiré. J'ai cherché à être quelqu'un d'autre plutôt que d'être moi-même. En chemin, j'ai blessé les personnes qui m'aimaient vraiment. Toi la première, Caroline, Mélanie. J'ai effacé qui j'étais et qui tu étais. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux avancer différemment. J'ai une vie simple maintenant. Un studio de 35 mètres carrés, un travail normal, des collègues que je n'essaie pas d'impressionner. Pas de mensonges. C'est parfois dur. Mais c'est vrai. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que ton fils est en train de devenir un homme meilleur. Peut-être pas l'homme que tu voulais qu'il soit, mais un homme honnête. Si un jour tu veux me revoir, je serai là. Ton fils, Damien. J'ai lu et relu ce message. Les larmes sont venues, doucement, sans violence. Des larmes différentes. Pas de colère, pas de trahison. Juste de la tristesse pour tout ce temps perdu. Je n'ai pas répondu. Pas immédiatement. J'ai laissé le message dans ma boîte, comme une présence discrète. Décembre est arrivé avec ses lumières de Noël. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai passé Noël autrement. Pas de Damien, évidemment, mais mes amis, Monsieur Arnaud et sa sœur, quelques voisins de Nice, un déjeuner joyeux dans mon appartement, plein de rires et de chaleur. Le soir, seul avec une tisane, j'ai regardé les lumières de la ville scintiller. Mon téléphone a vibré. Un message de Caroline. « Joyeux Noël, Madame Marchand. Je voulais vous dire que je vais bien. Je me suis même remise à fréquenter quelqu'un. Un homme honnête cette fois. Merci encore pour tout. » J'ai souri. Au moins, elle avait tourné la page. Début février, les 2 ans d'interdiction de contact arrivaient à leur terme. J'ai repensé à l'email de Damien. Il fallait que je réponde, que je pose les choses clairement. Je me suis installée à mon bureau et j'ai écrit « Damien, j'ai lu ton message plusieurs fois. Je ne suis pas prête à te revoir, pas parce que je te déteste, mais parce que j'ai besoin de protéger ma paix intérieure. Ce que tu as fait m'a brisé d'une manière que tu ne peux probablement pas imaginer. Tu n'as pas juste utilisé ma maison, tu as volé mon identité de mère, tu m'as effacée. Mais je vois tes efforts, je reconnais ton chemin. Continue ta thérapie, continue à être honnête, avec toi-même d'abord. Un jour, peut-être dans 1 an, peut-être plus,
Nous pourrons prendre un café, mais ce sera selon mes termes, à mon rythme, quand je serai prête. Je te souhaite de trouver la paix que tu cherches. Ta mère. J'ai relu 3 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Ce n'était pas un pardon, mais ce n'était pas une condamnation définitive non plus. C'était une porte entr'ouverte, pas ouverte, entr'ouverte. La réponse est arrivée 2 heures plus tard. Merci. Je comprends et je respecte. Je serai là quand tu seras prête. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mars est revenu. Le printemps de nouveau. 1 an et 1 mois depuis le mariage raté. Je suis retournée à ma maison pour préparer la saison. En taillant les rosiers, j'ai réfléchi au chemin parcouru. Il y a 1 an, je découvrais que mon fils m'avait trahi de la pire des façons. J'avais cru que je ne m'en remettrais jamais. Mais je m'étais relevée, plus forte, plus vraie, plus libre. J'avais appris qu'on peut aimer ses enfants sans tout accepter, qu'on peut être mère sans être martyr, que poser des limites ne fait pas de nous de mauvaises mères, mais des femmes qui se respectent. Mon téléphone a vibré. Une nouvelle réservation Airbnb. Une famille italienne. 15 jours en août. Buongiorno signora, non vediamo l'ora di goderci la vostra meravigliosa casa. J'ai souri et accepté la réservation. Le soir, assise sur ma terrasse avec les cigales en fond sonore, j'ai ouvert mon carnet et écrit une dernière entrée. Le pardon viendra peut-être, ou peut-être pas. Mais j'ai appris que je peux vivre sans pardonner. J'ai appris que l'amour maternel a des limites, et que ces limites ne me rendent pas moins mère. Elles me rendent juste humaine. Mon fils a volé mon identité pour construire la sienne. Mais en me battant pour la récupérer, j'ai découvert qui j'étais vraiment. Pas juste une mère, pas juste une institutrice retraitée. Une femme forte, capable de se défendre, de se reconstruire, de recommencer. À 68 ans, ce n'est pas la fin de mon histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Et cette fois, j'écris le scénario. Le soleil s'est couché derrière les collines. J'ai fermé mon carnet, fini mon verre de rosé, et je suis rentrée dans ma maison. Ma maison, ma vie, ma renaissance. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné à votre fils? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.